en termes d'accès, je dirais, précoce. Par contre, on peut aller plus loin. Et je vais vous donner un exemple. C'est par rapport à ce qu'on appelle les molécules innovantes, prenons par exemple l'exemple de la thérapie génique. Avec la thérapie génique, notamment dans les maladies rares, vous avez une injection. Grâce à une injection, on arrive quelque part à freiner la progression de la maladie, voire à sauver des vies. Et là-dessus, je dirais que le système de soins français n'est pas encore complètement prêt à accueillir ce type de traitements qui sont basés uniquement sur une injection. Alors aujourd'hui, pour répondre à votre question, oui, il y a du travail à faire par rapport je dirais, le modèle économique de ces produits-là et leur intégration dans les parcours de soins des patients. Alors, on a beaucoup parlé avec vous de l'innovation en termes de santé, mais la France est aussi une terre d'innovation en matière d'aéronautique depuis très longtemps. D'ailleurs, Étienne Gomez, bonjour, directeur du développement Europe donc chez Collins Aerospace. Votre entreprise est présente en France depuis très longtemps d'ailleurs via Ratier Figeac depuis 1904. Si mes chiffres sont à jour, 11 sites pour la France, 1400 collaborateurs. 1400 collaborateurs, 700 ingénieurs. Et cette terre de pionniers, parce qu'on a tous en tête évidemment les Clément, Adair, etc. Donc ça c'est le 19e siècle. Depuis, bien sûr, des choses ont été faites plus modernes, les Concorde, les Rafale. C'est vraiment, historiquement, on est dans un pays qui aime et qui produit brillamment de l'aéronautique. Absolument. La France, terre historique de l'aéronautique. Une entreprise comme Collins Aerospace. Nous sommes à la croisée des chemins. Le trafic aérien continue de croître. Il va même croître fortement dans les prochaines années. Il est donc essentiel de s'attaquer à la question de l'empreinte carbone du trafic aérien. Et pour ça, Collins Aerospace, en tant que leader du secteur, est évidemment partie prenante. Et donc l'innovation aujourd'hui dans notre secteur, je dirais, elle est focalisée à 95% autour de la décarbonation de Scope 3, la décarbonation des usages de l'avion. Donc beaucoup de R&D, ces 400 millions vont beaucoup aller vers la R&D, vers de la production eux aussi. Alors absolument, 90% de l'investissement sera dédié à de la R&D. Décarboner un avion, aujourd'hui, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord réduire le poids de l'avion. Donc on travaille chez Collins sur les thermoplastiques pour réduire les structures. On travaille également sur l'électrification afin de pouvoir supprimer de l'hydraulique, des circuits hydrauliques qui sont pesants. D'autre part, on travaille à électrifier cet avion pour des technologies hybrides, électriques, comme sur nos automobiles. L'hydrogène va nous permettre de complètement décarboner avec un horizon à 2050, d'être neutre en carbone sur le transport. Et on en parle souvent, l'hydrogène c'est un des atouts de la France, c'est une filière qui est en train de bien se structurer. La France c'est aussi des plans d'aide, on a parlé du plan Innovation Santé 2030, c'est aussi le plan plus global France 2030, c'est tout un volet aéronautique. Il est de combien et est-ce qu'il est suffisant à vos yeux cet apport de quelques milliards d'euros? Alors 4 milliards d'euros sur le pilier mobilité qui inclut les véhicules automobiles et l'aéro. Il y a le pilier hydrogène. Donc vous avez tout à fait raison de le dire que si Collins investit 400 millions en France, c'est parce que la France co-investit. Donc on est vraiment dans un écosystème, donc vous avez absolument raison de dire que la France a un atout à jouer. Aujourd'hui, on parlera des talents, mais la France attire des talents et entretient ces talents parce qu'elle est justement à la tête de cette industrie. Donc nos investisseurs ont choisi la France parce que c'est une histoire durable. Voilà, c'est ça que je pense qu'il est important de noter. À Ratier Figeac, donc à Figeac, dans le Lot, les hélices, une histoire de plus de 100 ans. Aujourd'hui, on utilise des synergies sur les plans de financement de l'État français pour pouvoir développer des hélices plus efficaces, moins consommatrices en carburant. On utilise également ce plan pour pouvoir électrifier, donc je vous en parlais, les volets de l'avion à Vernon, à Saint-Marcel en Normandie, où on électrifie les structures. Donc
afin de remplacer des moteurs hydrauliques par des moteurs électriques. On va parler donc, vous en parliez tous, de gestion des talents. Je vous donne la parole. Bonjour Émilie Sédikian, vice-présidente exécutive et directrice générale de Salesforce France. Pour vous, justement, la gestion des talents, c'est un des enjeux majeurs des prochaines années. Ça l'est depuis quelques mois, mais ça l'est encore plus. Et vous êtes au cœur, vous, chez Salesforce, de trouver les solutions pour gérer au mieux pour vous-même et aussi pour vos clients cette partie-là et cet aspect-là. Tout à fait, vous voyez, d'ailleurs je suis très bien entourée puisque j'ai mes clients et mes partenaires autour de cette table. Ça montre qu'effectivement Salesforce est toujours ce leader de la gestion de la relation client qui permet à toute entreprise de pouvoir se connecter avec ses clients, ses salariés et son écosystème. Et pour faire ça, on a aujourd'hui en France 2000 salariés, mais plus de 80 000 personnes qui travaillent autour des technologies Salesforce. Et je peux vous dire que le premier frein entre guillemets à l'usage technologique reste effectivement de savoir trouver des talents sur Paris, mais également dans les régions. Et donc j'aime à définir le fait qu'on n'est pas juste une entreprise, mais qu'on est effectivement un écosystème et qu'on doit faire vivre cet écosystème et faire grandir pour grandir également, et donc travailler de manière assez massive sur les talents. Cet investissement qui a été annoncé il y a quelques mois de 3 milliards de dollars sur 5 ans en France par le groupe Salesforce, ça va porter sur quoi? Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent que vous allez investir dans notre pays? Alors déjà c'est une relation très affective entre Salesforce et la France, puisque la toute première acquisition du groupe a été faite où? En France, avec Instranet, donc il y a un peu plus de 15 ans. Donc du coup il y a vraiment cette intention, c'est plus qu'une relation, c'est un engagement long terme. Il y avait déjà eu un plan d'investissement de 2,2 milliards qui a été réalisé. Là effectivement j'ai annoncé en mars dernier avec le cofondateur Parker Harris un nouvel investissement de 3,5 milliards de 2022 à 2026 qui porte sur 4 chapitres. Le premier, c'est effectivement de continuer à travailler sur l'emploi direct de Salesforce et de coup de venir investir encore de plus fort les territoires et les régions. Aujourd'hui, on fait 40% de notre chiffre d'affaires.